Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur la mécanique d'une théorie du complot assez particulière. Le but ici, c'est de comprendre sa logique de l'intérieur, sans porter de jugement, juste en se basant sur ce que dit l'auteur. Alors, tout part de cette phrase, une affirmation pour le moins déconcertante, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est la pierre angulaire de tout son raisonnement. On va donc essayer de voir ce qui se cache derrière ces mots. Et cette phrase, eh bien, elle nous plonge directement au cœur de la thèse de l'auteur. Cette fameuse idée que les camps pro-israéliens et pro-iraniens ne seraient en fait que les deux faces d'une seule et même pièce. Ce que le texte nous dit, c'est que ce qu'on perçoit comme un grand conflit mondial, eh bien, ce serait du théâtre. Une mise en scène entre deux camps qui, en coulisses, collaborent. Le but de tout ça, tromper les gens, surtout les musulmans, en cachant cette alliance secrète. Et voilà le grand mystère que l'auteur prétend nous dévoiler. Pour lui, cette vérité est difficile à voir pour ce qu'il appelle les petits esprits, mais il en est certain. Avec le temps, tout le monde verra qu'il s'agit bien des deux faces de la même pièce. Bon, d'accord, mais si cette collaboration secrète existe, qui tire les ficelles? Qui sont les acteurs de ce grand jeu? L'auteur est très clair là-dessus. Il y a deux groupes, avec des rôles bien définis, les maîtres et les serviteurs. Alors, le premier groupe, les maîtres, il les appelle Al-Maghdubi alayhem. Ça se traduit par ceux qui ont encouru la colère. Dans la logique du texte, ce sont eux les grands architectes, les cerveaux de tout ce plan. Et en face, on a le deuxième groupe, les serviteurs. L'auteur les nomme Al-Shia al-Majous, donc les chiites mages. C'est une référence historique, mais utilisée ici de façon très négative. Eux, leur rôle, c'est d'être les agents les plus fidèles, les exécutants au service des maîtres. Donc, on a une dynamique de pouvoir très claire. D'un côté, les maîtres, les têtes pensantes dont le pouvoir viendrait de leur lignée. Et de l'autre, les serviteurs, qui exécutent les ordres sans poser de questions, avec une loyauté que le texte décrit comme absolue et historique. Et pour expliquer cette relation, l'auteur emploie des mots très forts. Il avance que la soumission totale des serviteurs serait garantie par ce qu'il considère être leur nature avilie. C'est une justification assez radicale. Maintenant, passons au comment. Comment est-ce que cette immense tromperie pourrait fonctionner et durer? Quel est le mécanisme au cœur de cette théorie? L'auteur nous parle d'une stratégie bien précise, qu'il appelle l'opposition contrôlée. L'idée, c'est que les maîtres ne se contentent pas de combattre leurs ennemis, ils les créent eux-mêmes pour mieux les gérer. Alors comment ça marche concrètement? C'est un plan en 4 temps. D'abord, le leader crée un ennemi public. Deuxième étape, cet ennemi est en fait un de ses fidèles, secrètement. Troisièmement, ce faux ennemi va attirer à lui tous les vrais contestateurs. Et enfin, en tirant les ficelles de son faux opposant, le leader contrôle et neutralise toute menace réelle. C'est un piège en somme. Pour résumer cette idée, l'auteur reprend une phrase qu'il attribue à l'ancien roi du Maroc, Hassan II. Celui qui ne crée pas ses propres ennemis verra apparaître de vrais ennemis. En gros, mieux vaut choisir ses adversaires que de se les voir imposer. Et pour bien comprendre tout ça, l'auteur renvoie à 2 ouvrages qu'il considère comme fondamentaux. D'un côté, Le Prince de Machiavel, pour toute la partie stratégie et tromperie, et de l'autre, Les Protocoles des Sages de Sion, qu'il présente, lui, comme le mode d'emploi de cette conspiration mondiale. On arrive maintenant à la dernière partie. Une fois qu'on a vu la conspiration, ses acteurs, son fonctionnement, qu'est-ce que l'auteur attend de nous? Quel est son objectif final? Le but ultime du texte, c'est un appel. Un appel à ne pas se laisser avoir par le faux choix entre les maîtres et les serviteurs. Pour l'auteur, puisque les deux camps ne font qu'un, le seul vrai acte de résistance, c'est de refuser de jouer leur jeu. Et selon lui, la première étape pour faire tomber ce système, ce n'est pas de s'attaquer directement aux maîtres. Non, la clé, c'est de dévoiler la vraie nature de leurs serviteurs. C'est en exposant le rôle des exécutants qu'on peut espérer affaiblir les cerveaux. On sent bien qu'il y a une urgence dans son propos. Le texte se termine sur un appel à l'action. Il demande à ceux qui ont compris de diffuser le message, d'utiliser les technologies d'aujourd'hui pour réveiller les autres avant qu'il ne soit trop tard. Cette analyse nous amène forcément à une question plus large. Au-delà de ce texte en particulier, on peut se demander comment est-ce que ces récits, ces théories du complot, sont utilisés pour dessiner des cartes d'alliance et d'inimitié politique. C'est une réflexion qui, elle, va bien au-delà de ce document.